Bonjour à tous, on se retrouve en ce début de semaine pour un nouveau CQFR après la petite pause du week-end. Et il s'est évidemment passé énormément de choses à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a pris fin avec le sacre allemand de cette Mannschaft qui est chère à Antoine Pimel, notre Allemand de la rédaction. Je suis avec Théo ce matin pour parler de tout ça, de cette fin de Coupe du Monde notamment. Comment ça va, Théo? Ça va très bien, avec effectivement une fin de Coupe du Monde assez incroyable sur les deux derniers matchs, complètement Ouais, fou. c'est vrai. Bon, je redis à chaque fois, en tant que Français, je pense qu'on avait un peu peur du reste de la compète en se disant ça va être dur de vibrer vraiment, même en tant que fan de basket. Il n'y a pas que l'équipe de France, évidemment, mais c'était dur de se plonger dans la suite. Et au final, je trouve que la compétition, le niveau des matchs, les histoires quand sont ressorties font que c'est quand même une Coupe du Monde qui a été très, très intéressante. Beaucoup d'enseignements, du spectacle. Et comme tu le dis, les deux derniers matchs, même on va dire, en demi-finale, il y a aussi eu des très, très belles choses. Et voilà, on va peut-être commencer par le sacre allemand, forcément. Cette Allemagne-Serbie qui était assez incertain finalement. Même chez les bookmakers, ils avaient du mal à déterminer qui était vraiment favori, tant les Serbes avaient été incroyables. Enfin, moi, perso, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une telle démonstration en FIBA contre le Canada, qu'ils ont battu 95-86. Et ces Allemands qui avaient fait sauter Team USA, peut-être moins surprenant compte tenu des limites qu'on avait pu entrevoir chez Team USA quand elle arrivait pas quand elle jouait pas assez intensément ou sérieusement. Alors sur cette Allemagne, qu'est-ce que tu retiens de la finale et du sacre même en général des Allemands? Bah écoute, déjà la finale était somptueuse, notamment la première mi-temps où il y a Ouais, égalité, je sais plus 50 partout, 47-47, je sais plus précisément. En tout cas, un niveau de jeu complètement fou. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné chez les Serbes durant toute la compétition, et ce que j'avais jamais vu à ce niveau-là, en tout cas de leur part, c'était la défense. C'était ouais, leur défense pressante avec une intensité complètement folle. Ça, c'est la marque de fabrique de l'Allemagne, on le savait. Mais la Serbie sur cette compétition a été incroyable. Et la première mi-temps, c'est un bijou de basket, franchement, parce que les deux équipes défendent le plomb et en même temps, offensivement, ça met des tirs dans tous les sens. Il y a une académie de jeu qui est incroyable des deux côtés. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, ce petit jeu-là, c'est malgré tout, c'est la Serbie qui a calé dans le troisième carton ouais. la pression allemande a fini par les user. Et on en parlait un petit peu avant de lancer le CQFR, c'est que la première mi-temps où tu vois vraiment le jeu léché serbe qui est beaucoup axé sur le 1 contre 1, mais dans des formes de jeu que tu peux vraiment, tu les vois, quoi. Tu vois les systèmes appelés par Pezic et compagnie. Et ben finalement, dans le troisième quart-temps, on a senti que la Serbie n'arrivait pas à garder le même rythme d'exécution, que ça allait à 100 à l'heure et commençait à être un petit peu usé, même si finalement le match a été serré jusqu'à la fin, parce que Ouais, fin du quatrième quart-temps, finalement la Serbie revient fort derrière Avramovic qui fait un match complètement dingue. énorme, c'est une Des, révélation lui, hein. Bah ouais, des deux côtés du terrain, il fait une fin de match, ouais, il fait le match de sa vie. Et finalement, bon, c'est dommage qu'ils ont deux occasions de recoller. Et finalement, c'est le même joueur, la Guduric, qui rate un 3 points tout seul dans le Mm. corner pour égaliser, si je me trompe pas. Ouais, Après, il a une opportunité un drive avec la faute. Il rate le layup sur sa main gauche. Il est gaucher, il rate le layup. Qui aurait pu donner 3 points à la Serbie. Et puis à la fin, dernière vraie possession pour la Serbie, c'est lui qui met la balle en touche. Dur comme fin de compétition. En tout cas, du côté de l'Allemagne, impressionnant de maîtrise. ouais. Et sur cette finale, j'ai trouvé aussi. Il faut aussi saluer le travail de Gordon Herbert, franchement, qui fait un taf de malade. On en parlait encore une fois. Je pense que à l'Euro de l'an dernier, à l'Euro, c'était vraiment l'Allemagne qui avait la meilleure équipe déjà sur le Ouais, tournoi, on même l'avait s'ils déjà, n'ont on pas l'avait déjà été. noté, hein, ouais. Ouais, ils n'ont pas été champions d'Europe. Et là, j'ai trouvé ça intéressant, notamment l'utilisation d'Isaac Bonga. Je l'avais pas du tout vu venir. Gordon Herbert qui s'est servi de lui pour monter la balle, pour épargner un petit peu Schroeder et lui permettre de se reposer sur la montée de balle. Le Qui a sosie, eu... euh, le sosie non officiel de Jean-Marc Crédit, Exactement. pour ceux qui savent, pour les anciens. Exactement. Donc, voilà. Finale magnifique. Titre largement mérité Ouais. pour l'Allemagne au vu de ce qu'elle a fait durant ce tournoi et puis l'an dernier au championnat d'Europe. C'est incroyable le niveau de cette équipe allemande qui, enfin, c'est pas pour lui. Ils ont déjà été champions d'Europe par le passé, hein, il y a longtemps, en France, en 99, si je me trompe pas. Mais voilà, on peut pas dire que c'était non plus une des équipes les plus fortes d'Europe. Ils ont longtemps été compétitives, grâce à des joueurs comme Dirk Nowitzki ou autres. Mais en tout cas, c'était pas ce niveau-là. C'est Ouais. impressionnant le bond en avant que l'équipe a fait, Ah, pardon. c'est du travail de presque de longue durée, même au niveau de la formation. Enfin, euh, c'est une équipe qui n'a pas cédé forcément au jeu des naturalisations ou des choses comme ça, qui aurait très bien pu le faire, mais ils se sont appuyés sur leur vivier. Là, sur la finale, dont je rappelle le score 83-77 pour l'Allemagne,
Il y a des individualités. Hein. Dennis Schroeder, élu MVP du tournoi, qui l'eût cru après son quart de finale catastrophique. J'ai même plus les stats en tête, 4 sur 26 ou 4 sur 27, je ne me rappelle plus. Son propre aveu, il avait fait le pire match de sa carrière. Il a trouvé la formule, les ressources pour faire après 2 matchs de très très haut niveau. Là, il finit avec 28 points. Il fait un super match. Franz Wagner, qui avait manqué des matchs en début de compétition, moi, forcément, en tant qu'aficionado du Orlando Magic, j'ai adoré sa compète. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui est encore très jeune, hein, et dont je pense qu'on va beaucoup reparler dans les années à venir, que ce soit là aux Jeux Olympiques ou en NBA. Et le collectif, cette défense, cette intensité qu'on avait déjà vue, tu le disais, à l'Euro. C'est vrai qu'on était ressorti de l'Euro en se disant la France a été un peu vénarde, mais il nous manque les cadres, ça va aller, on va s'en sortir. On était aussi ressorti de l'Euro en disant les Allemands, quand même, c'est chaud, c'était peut-être effectivement la meilleure équipe du tournoi. Et ils ont réussi à travailler dans la continuité avec un groupe très, 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 très similaire à ce qu'ils avaient l'année dernière. L'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Ouais. Et ça s'est vu sur le terrain, quoi. Et je suis un peu triste pour la Serbie, que j'avais trouvé, comme toi aussi tu l'as souligné, exceptionnel contre le Canada. Sans pas mal d'individualité, hein. Quand on énonce les absents, il y a plein de nations qui ont eu, chez lesquelles il manquait des joueurs très importants. Les Serbes, c'est pareil, hein. Même s'ils ont un vivier exceptionnel. Là, sur ce tournoi, on a vu le FIBA Bogda, FIBA Bogdanovic, c'est clair. Incroyable. Alors, entre guillemets, 17 points dans la finale, mais avec 5 passes et la meilleure éval de son équipe. Et il a peut-être manqué peut-être une individualité de plus pour l'épauler sur ce match-là, même si Avramovic, dont tu parlais tout à l'heure, qui a fait des perfs défensives incroyables sur le reste du tournoi en étant un stopper auquel on ne s'attendait pas, sauf peut-être ceux qui suivent un peu plus assidûment que nous le basket européen. Mais là, en finale, je retiens que Milutinov, qui avait été dévastateur sur les matchs précédents, a mis que 2 points. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, finale de haut niveau, compétition globalement de haut niveau dans le jeu, je trouve. Et voilà, de beaux vainqueurs avec les Allemands. Une finale qu'on n'attendait pas. On attendait plutôt, au vu de la manière dont se déroulait le tableau, le match pour la 3e place ressemblait à une finale attendue en début de tournoi, États-Unis-Canada. Or, pour le score de prolongation, victoire des Canadiens 127-118. Match un peu fou, pas du tout dans la même veine que la finale, c'est-à-dire beaucoup moins fermé et serré défensivement, beaucoup plus tendu aussi dans son finish. Qu'est-ce que tu as retenu de ce Canada-États-Unis ? Attends, juste un petit mot, ce que j'ai dit que c'était 89, c'est en 93 que l'Allemagne avait été championne d'Europe. Je me corrige, ouais. Donc pardon. Mais oui, match assez incroyable, notamment sur le finish pour ce match Canada-États-Unis. On sent que du côté des États-Unis, ça a été compliqué de se remobiliser pour aller jouer ce match pour la médaille de bronze. Moi, ce que je retiens, il y a quand même ce tir incroyable de Mikal Bridges pour arracher la prolongation après avoir fait exprès de rater un lancer franc. C'est quand même assez fou cette année en NBA. Et puis là, c'est le type d'action qui arrive jamais. On a vu plusieurs fois cette action, cette saison réussir. Ouais. C'était Donovan Mitchell de mémoire qui a fait ça avec les Cavs cette année. Mais par contre, derrière, voilà, succès, victoire et médaille de bronze méritée, je pense, pour le Canada, qui était quand même une des plus belles équipes de cette Coupe du Monde, qui a proposé le meilleur basket. Ouais. Voilà, et puis ce qui saute aux yeux aussi, c'est la performance de ton gars Dillon Brooks. Oui. Quand tu mets 39 points dans un match FIBA, c'est quand même chaud, c'est quand même marquant. Et puis il a été, moi je t'avoue que je l'ai trouvé irréprochable en fait sur cette Coupe du Monde. On peut peut-être, mis à part peut-être l'expulsion dont il est victime dans le match contre la Slovénie, même si bon, c'est quand même compliqué. On avait parlé de l'arbitrage sur ce match-là, c'était pas simple. Mais ouais, incroyable Canada. Et pour le Canada, j'ai envie de dire que le meilleur reste à venir. Ils n'avaient même pas forcément... tu dis, ils peuvent rajouter Jamal Murray, Andrew Wiggins à cette équipe. C'est une équipe maintenant qui a un vrai vécu, qui a gagné une médaille, qui a vécu ensemble, qui a un fond de jeu, avec un coach avec qui ça a l'air de très bien marcher, avec Jordi Fernandez, qui a fait vraiment du bon boulot. Une identité très forte avec cette grosse défense. Un leader incontesté, je pense, en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, qui est une espèce de baromètre. Non, pas baromètre, mais il est toujours d'humeur égale, sans stress. Bref, je pense que le Canada l'an prochain, on touche du bois pour qu'il n'y ait pas de blessure, que ce soit dans n'importe quelle. Ça, c'est vrai pour toutes les sélections. Mais il y a vraiment du beau avenir du côté du Canada.
Ouais. Et Team USA, bah forcément, défaite, enfin, déception, on sait à quel point c'est vécu, notamment aux États-Unis, quand une équipe perd. Moi, je pense quand même qu'il faut d'abord rendre hommage aux joueurs qui sont venus jouer la compétition. Hein. Mm. On sait qu'ils vont se faire allumer par leurs propres médias, mais au bout du compte, bah, eux, ils se sont tapés la préparation, ils sont venus jouer la compétition. Pour beaucoup d'entre eux, leur seule expérience, c'était peut-être en jeune. Voilà, ils avaient joué un peu avec Team USA en jeune, mais c'était la première compétition FIBA de ce niveau qui jouait. Voilà, il y a pas on le sait, il y a pas de marge en fait. Tu peux pas venir simplement sans tes meilleurs éléments et être sûr de gagner. Ça veut pas dire que cette équipe, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un scénario dans lequel cette équipe aurait pu gagner la Coupe du Monde. C'était une équipe compétitive, finalement, qui a même montré de belles choses par moment, mais ils peuvent pas se reposer uniquement sur le talent et pas a fortiori pas sur le talent si c'est pas leur sélection A, en gros. C'est ça. Et on va rappeler que 3 joueurs ont été forfaits pour maladie, entre Oui, guillemets. On n'est pas médecin, on n'a pas d'infos à l'intérieur du groupe, mais 2 des 3 joueurs qui n'ont pas joué ce match, qui ont été forfaits juste avant le coup d'envoi, sont 2 des joueurs qui étaient les plus critiqués par la presse, notamment américaine. C'est-à-dire Brandon Ingram, qui a vécu un calvaire sportif. Hein. Il l'avait dit, et dès le premier match, hein, il avait dit qu'il n'était pas épanoui, qu'il essayait de trouver sa place, etc. Et tout au long de la compète, ça a été très très dur pour lui. Et il a fait partie des 3 joueurs qui n'ont pas joué, qui ont été mis de côté. le match Jared, précédent, il avait pas joué déjà, hein, si je ouais, me trompe pas. Je crois qu'il ça, n'était pas rentré en jeu. Hein. ouais, voilà, pas entré en jeu, mais il n'était pas annoncé forfait. En tout cas, là, Ah il ouais, était dans les 3 malades. Hmm. Et Jaren Jackson Jr., qui a pris un nombre famélique de rebonds pour sa position. Après, tout n'est pas, statistiquement, c'est pas forcément la vérité, mais une équipe qui souffrait au rebond quand le pivot est l'un des joueurs qui est pas l'un des joueurs qui en prend le plus dans l'équipe, c'est toujours compliqué. Et du point de vue extérieur, il a été critiqué parce que c'est quand même le meilleur défenseur de NBA cette saison et on n'a pas vu de domination de sa part dans le jeu. Et il a fait partie donc des 3 qui n'étaient pas là. Et Paolo Banchero, qui pour le coup, que j'avais trouvé plutôt bon dans cette compète avec le temps de jeu qu'il avait eu. Voilà, on ne sait pas tout de ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a eu un excès de confiance à un moment, ça me paraît évident. Hein. Je veux dire, Anthony Edwards, on adore sa spontanéité, tout ça, mais quand il te dit je sais qu'on va battre la Lituanie et le Monténégro, en gros, ces gars-là, on n'a pas peur. Après, il l'a plus refait, mais on a senti contre l'Allemagne qu'il y avait peut-être aussi un manque de préparation ou de. Je ne sais pas de quoi, mais il pensait que ça le ferait à nouveau avec les individualités et ça ne l'a pas fait, quoi. Donc après, on verra les leçons qui en seront tirées. Moi, j'imagine que ce sera plutôt que la Fédé va tout faire pour envoyer une armada quasi sans précédent à Paris. Ça, on verra, on en discutera peut-être plus tard sur un sujet exclusivement sur Team USA. Pour le Canada, voilà, je suis d'accord avec toi, Dylan Brooks. Alors, je fanfaronne un peu parce que je l'ai défendu toute la saison dernière, sportivement, j'entends. Hein. Vous pouvez réécouter, hein, je n'ai jamais vraiment défendu son appétence pour la provocation et une arrogance un peu déplacée quand il va charrier LeBron James, quand il provoque LeBron James ou qu'il provoque d'autres adversaires. En général, ça se passe pas bien derrière et c'est quand il est vraiment focus sur le terrain, je trouve que c'est un excellent joueur de basket. Là où beaucoup de gens sont vraiment concentrés sur sa personnalité et sur ses provocations et l'ont parfois fait passer pour un joueur totalement lambda qui a un contrat scandaleux avec les Rockets. Bon, c'est un contrat élevé, hein, 86 millions sur 4 ans, mais je maintiens que je pense que le contrat sera au minimum justifié ou alors beaucoup moins remis en question s'il joue là comme il l'a joué là. Je veux dire, 39 points. Alors offensivement, c'était magnifique. Il a shooté à 7 sur 8. Défensivement, il À est 3 élu points, meilleur. ouais. Parce que derrière, il en 7 rate sur pas 8 à 3 points, ouais, pardon. ouais. Et 12 sur 18 en global. Et il est élu meilleur défenseur du tournoi. Donc c'est une compétition, je le disais ce matin dans un article, c'est une forme de rédemption parce qu'il a pris cher. Il s'est attiré lui-même les critiques, hein, mais il a pris cher dans les médias après l'échec des Grizzlies. Et là, c'est une forme de rédemption. Et le duo avec Shai Gilgeous-Alexander, qui, même si on a beaucoup parlé de Dylan Brooks, mais Shai, il fait 31 points, 12 passes, 40 dévals sur ce match pour la 3e place. Il casse les chevilles de Michael Bridges sur un des paniers très importants de la prolongation aussi. C'est un leader incroyable et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que le Canada au JO, ça va être vraiment redoutable et on espère qu'ils vont tous venir aussi pour la qualité du plateau, ça peut être assez incroyable.
Ouais, carrément. Et pour revenir sur Brooks, en fait, déjà, moi, j'ai pas trouvé que le contrat était honteux, en fait, Mm. le contrat qu'il a signé à Houston. Mais la grosse différence, en fait, c'est son apport offensif. Parce que défensivement, son apport, il était indéniable, même du côté des Grizzlies. Mais par contre, ce qui était un peu compliqué, c'était ses pourcentages de réussite au tir. C'est la manière dont, finalement, en attaque, il était pas. Il pouvait. Alors, pénaliser, c'est un grand terme. C'est peut-être un mot trop fort, tu vois, mais son rendement offensif était pas au niveau, je pense, en NBA. La saison dernière, en tout cas. Mais là, Ouais. il fait une Coupe du Monde incroyable. Offensivement, il est incroyable. Il met les paniers chauds au moment important, des pourcentages qui sont largement positifs. S'il arrive, ne serait-ce que. Alors, je dis pas qu'il va avoir les mêmes pourcentages de réussite pendant toute la saison NBA à venir, mais en tout cas, c'est encourageant, effectivement, pour la suite pour Brooks. Et pour Ouais. Team USA, ce qui est intéressant, j'entendais JJ Redick parler des problèmes de Brandon Ingram, et je trouve qu'il notait quelque chose qui était vraiment intéressant. Il disait que la grosse différence, c'était que finalement, Brandon Ingram, ça avait été une star toute sa vie en fait. Fait que même quand il arrivait aux Lakers, Ouais. même si voilà la compétition, c'était un petit peu compliqué, il y avait la fin de Kobe, etc. Mais il Et avait quand même un, numéro 2 de draft, ouais, donc voilà, donc il avait quand même un statut de joueur majeur. Et que là, en fait, en compétition FIBA avec Team USA, on lui demandait de changer, en fait, et de jouer un rôle. Et alors, ça veut pas dire qu'on allait lui demander de jouer un rôle complètement différent de ce qu'il est capable de faire, mais c'était quand même de s'adapter à un rôle, chose qu'il a jamais eu à faire, pardon. Et il disait que bah, c'est pas le cas de joueurs comme Austin Reeves, comme Josh Hart, des mecs qui, mm. de toute façon, ont toujours dû s'adapter, en fait, à un collectif et modifier leur rôle en fonction des différentes équipes. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, tu vois, même sur ce match-là, Austin Reeves qui fait un très bon match, Ouais. Josh Hart qui a été bon sur l'ensemble de la compétition, même Michael Bridges qui lui aussi en fait a longtemps été un joueur de complément en fait qui Mm. devait se mettre au service de stars ou de collectifs et s'adapter. Tous ces joueurs-là finalement ont eu une adaptation bien plus facile à ce type de compétition, aux compétitions FIBA et ont mieux réussi à se fondre dans un moule entre guillemets que certains joueurs stars, tu vois même. Jaren Jackson Jr. c'est un peu différent, mais c'est vrai que tu te dis, bon bah, niveau FIBA, il n'a pas le rendement qu'il peut avoir en NBA parce que les Ouais, règles c'est sont clair. différentes, les fonctionnements d'équipe sont différents. Voilà, c'est plus compliqué pour ce type de joueur, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, pour les Américains, il y a quand même un joueur, histoire de faire la transition vers ce dont je voulais parler pour terminer, sur les trophées individuels et collectifs. Il y a un seul Américain qui est dans le meilleur 5, Anthony Edwards, j'ai du mal à savoir s'il ressort gagnant ou perdant de cette compétition. Je pense quand même qu'il y a eu des phases où on a vu que c'était un joueur incroyable, qui était prêt en tout cas dans l'état d'esprit et dans ce qu'il pouvait faire par instant à être une superstar NBA. Puis il est venu, hein, comme tu disais, il faut aussi rendre hommage à ceux qui venaient. Il aurait pu dire non, non, je suis franchise player à Minnesota maintenant, je n'ai pas que ça à faire cet été. Enfin, déjà, il est venu et voilà, dans la majorité du temps, j'ai trouvé bon, en dehors de cette déclaration qui après c'est un peu payé. Voilà, Coup de c'est cash un peu, face à la Lituanie. voilà, c'est ça. Alors bon, je pense qu'il s'est quand même remis d'aplomb derrière, mais donc Anthony Edwards, seul américain dans le meilleur 5 de la compète, avec Dennis Schroeder, Shai Gilgeous-Alexander, Bogdan Bogdanovic de la Serbie, qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, a été incroyable. Et j'espère qu'à Atlanta, on va voir aussi un peu plus cette facette-là de son jeu, parce que là, il est sur un rôle un peu plus sixième homme, excellent, hein, mais forcément, ça donne envie d'en voir plus. Et Luka Doncic, qui a fini la compétition très très loin devant au total de points marqués, qui est dans le meilleur 5. Et le deuxième 5 est intéressant aussi parce qu'il y a la révélation à Arthur Zagars dedans, dont on a parlé pas mal de fois, qui a été, je pense, une révélation pour la plupart des gens, parce que je pense que même les Complètement. spécialistes du basket européen, je veux dire, il jouait dans le championnat lituanien l'année dernière. Je crois pas qu'il y en ait énormément qui savaient qui était ce type-là, et on l'a trouvé incroyable. Il bat le record Je de crois passes qu'il est, décisives. je crois qu'il est sans contrat actuellement. Il est sans contrat. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'il va pas, il va pas le rester longtemps, euh, mais il a fini avec le record de passes sur un match de Coupe du Monde, sur le match de classement pour la 5e place. Il fait 17 passes décisives. Voilà, on en avait déjà parlé entre nous, mais vraie révélation, joueur magnifique. 23 ans. 23 ans, tu fais bien de le noter, c'est pas anodin. Avec lui, on trouve Franz Wagner, dont on a parlé tout à l'heure, qui, je leur dis, est un joueur peut-être encore un peu sous-coté ou méconnu, et je pense que là, cette compétition va l'aider à être un peu moins méconnu, et en NBA à Orlando, il a déjà un rôle important, il va en avoir un encore plus important. Ouais, j'adore, Euh, j'adore. Et ouais, je suis franchement, j'ai hâte de voir l'avenir d'Orlando avec Banchero et Franz Wagner. Ils ont vraiment deux joueurs, voilà, deux super joueurs sur lesquels bâtir quelque chose. En plus, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Bref, c'est ouais.
je suis d'accord et j'espère que Benjamin Moubèche écoute ce CQFR ce matin. Lui, le sceptique d'Orlando et de Banchero en particulier. Donc Zagars Wagner dans le deuxième 5 avec Simone Fontecchio, évidemment l'artilleur italien qui était sous contrat avec le Jazz l'année dernière. Jonas Valanciunas, c'est un peu la classique pour lui. Il est toujours, il est égal toujours en compétition internationale. C'est un métronome, Valanciunas. Et Nicolas Milutinov aussi, dont on parlait tout à l'heure, qui a été très très bon avec la Serbie. Dennis Schroeder MVP, on en a parlé tout à l'heure. C'est une semi-surprise parce qu'il a vraiment il a activé le mode FIBA, le fameux FIBA Schroeder, on l'a vu sur l'essentiel du tournoi. Meilleur espoir, Josh Giddey. C'est aussi un joueur dont on a pas mal parlé avant la compète et durant la saison. Je ne sais pas si tu le vois aussi, si tu l'imagines passer un cap aussi en NBA peut-être avec OKC cette année. Bah si, de toute façon, on en avait parlé quand on avait fait un podcast au sujet d'OKC, équipe du futur, avec un point d'interrogation. Moi, j'adore ce joueur, un playmaker. C'est quand on avait fait le MOOC numéro 10 là, sur les le spécial playmaker. À la fin, notre grande interview table ronde, j'avais demandé à Chris Oliver, là, qui est un entraîneur américain qui a des podcasts qui sont passionnants d'ailleurs. J'ai demandé à quoi ça ressemble l'avenir, le futur du playmaking, c'est quoi? Et il m'a dit c'est Josh Giddey en fait, un joueur de grande taille qui peut créer, qui peut jouer pour lui, faire jouer les autres. Donc j'adore ce joueur, plein de talent et plein de. Et puis cette attitude de aussi quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui se laisse pas impressionner, qui peut jouer dans tous les registres. Moi j'adore ce joueur. Il y a un ADN chez les joueurs australiens de toute façon, quel qu'il soit, il y a toujours cette combativité, ce surplus de combativité qui fait qu'effectivement il se laisse pas marcher dessus. Et là, si tu ajoutes à ça le combo de taille, de créativité qu'il a, capacité à faire des triples-doubles qu'on a déjà vu, je suis d'accord avec toi, ça va être un joueur. OKC, pour moi, c'est une des équipes à suivre l'année prochaine et sur les prochaines années. Donc, avec Giddey et pas que chez Gilgeous-Alexander d'ailleurs. Meilleur défenseur du tournoi, on l'a dit tout à l'heure, Dillon Brooks. La rédemption était là pour le gars Dillon Brooks. C'était pour le coup, c'était un trophée qui était disputé hein, parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très très bons défenseurs dans toute cette compétition. Du moins une fois qu'on a passé qu'on est arrivé au stade des quarts de finale, niveau défensif, c'était quand même vraiment intéressant de part et d'autre. C'est largement mérité pour Dillon Brooks, mais c'était vraiment. Il y avait Avramovic de la Serbie, franchement. Bon, là, on l'a vu surtout en attaque sur la finale, mais les 2-3 matchs d'avant, c'était incroyable. Enfin, il était en mission sur les types et il les a toujours éteints. Mais même sur la finale, finalement, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, Schroeder finit avec 28 points, mais il y a toute une partie du match où Gordon Herbert demande à quelqu'un d'autre de monter la balle, justement pour éviter que Schroeder se mange la pression tout-terrain d'Avramovic. Donc c'était super défenseur. Et meilleur coach, Luca Bianchi, avec la Lettonie, archi mérité évidemment, parce que tu commences une compétition en étant outsider, même c'est presque abusé de dire que c'était des outsiders, tellement personne, je pense, les attendait, vu qu'on pensait que la France passerait facilement avec le Canada. Et derrière, ce qu'ils ont réussi à faire, c'était incroyable en termes de niveau de jeu. Une équipe sans son joueur majeur, Porzingis, c'est ultra mérité, je pense, Luca Bianchi pour le trophée de meilleur coach. Bah, carrément, on en avait parlé notamment après le match gagné de peu perdu de peu par la Lettonie face à l'Allemagne. Et notamment dans les formes de jeu, je trouvais qu'il avait super bien su exploiter justement la défense, le fait que les Allemands switchent systématiquement pour cibler Schroeder. Enfin, il a fait un travail phénoménal avec cette équipe de Lettonie, qui aura vraiment proposé du beau basket tout au long de la compétition. Il y a pas mal d'équipes, je pense, qui se sont ou révélées ou qui ont confirmé les bonnes dispositions qu'elles avaient affichées. Je peux parler de l'Allemagne, mais il y a plein d'équipes. Ça a montré qu'on pouvait se reposer sur rien du tout en tant qu'équipe de France et que les acquis du passé ne servaient pas à grand-chose et qu'il fallait vraiment, en vue des JO, personne n'est à prendre à la légère. On l'a bien vu et je pense que ça va aussi être utile au moment d'analyser les raisons de l'échec et peut-être pour avancer plus positivement. Voilà, on est déjà revenu en long en large sur l'équipe de France, mais on est obligé d'en reparler quand on voit la manière dont on jouait des équipes chez qui il manquait des joueurs majeurs ou très très importants de la sélection. Voilà, je pense que c'était important aussi de le rappeler. Ouais, d'autant que, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que tu vois finalement le magnifique jeu serbe qu'on a vu pendant toute la première mi-temps, à la fin, il était plus là face à l'Allemagne. À la fin, c'était des individualités, du jeu beaucoup dans le 1 contre 1. Un petit peu de la même manière que Team USA, qui avait un jeu moins léché, mais il y avait quand même un semblant de collectif. À la fin du match contre l'Allemagne, c'est que quasiment de l'isolation. Ils retombent sur ces types de schémas. Et face à des équipes aussi fortes et aussi bien préparées, ça suffit plus forcément. Alors bien sûr, si tu as... on vous en
reparlera peut-être, mais une espèce de dream team incroyable avec des mecs qui sont largement au-dessus du niveau, peut-être que tu peux espérer te sortir d'un match comme ça. Mais si c'est pas le cas, tu as besoin quand même de fond de jeu, de fondamentaux collectifs, de forme de jeu. Et donc ça sera, on y reviendra aussi, mais ça sera, je pense, le gros challenge de l'équipe de France pour la suite, parce que c'est vrai que quand tu regardes les équipes qui étaient dans le dernier carré, il y avait quand même un fond de jeu qui était manifeste, quoi, qui sautait aux yeux. Et là, sur cette compétition-là, en tout cas, sur cette compétition-là, on était loin. Ouais, clairement. On verra si avec les ajouts de quelques individualités, on arrivera à faire un peu mieux au JO. On l'espère forcément vu que c'est à la maison. Dans ces individualités-là, il y aura peut-être un certain Victor Wembanyama, dont je pense que tu as peut-être vu. Si je sais pas, tu as dû être aussi halluciné que moi quand tu as vu la vidéo qui est sortie cette nuit ou ce matin où on le voit faire preuve d'une souplesse assez un peu venue d'ailleurs pour son gabarit, et même pas que pour son gabarit d'ailleurs. Je vous invite à aller regarder la vidéo, on l'a mise sur le site dans une news, mais on le voit faire des étirements et je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé quoi de cette... C'est juste complètement dingue. La plupart des athlètes, enfin des basketteurs sont pas capables de faire preuve d'autant de souplesse. Des joueurs de sa taille, je pense que c'est du jamais vu. Et je te disais tout à l'heure, Chai, avant qu'on commence le CQFR, j'avais l'impression de voir les vidéos de Kadourziani, à qui on passe le bonjour d'ailleurs, qui était vraiment même un peu précurseur de ces choses-là, du moins adapté au basket sur la mobilité, la souplesse, etc. J'ai jamais vu une chose pareille. C'est juste complètement dingue, quoi. Ah, mais ça explique, je pense que ça permet de comprendre un peu cette espèce de fluidité physique, athlétique qu'il a quand on le voit sur le terrain et technique. Ça peut s'expliquer aussi par cette souplesse qui est un peu surnaturelle. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo parce que ce sont que des étirements c'est des étirements avec un grand écart à la fin, enfin un quasi grand écart à la fin. On va dire qu'on parle beaucoup de lui pour des trucs qui ne sont pas liés au basket, mais juste, je pense que ça permet un peu de comprendre pourquoi il est comme il est et pourquoi il arrive pour le moment à jouer comme il arrive à le faire et pourquoi on a autant d'espoir sur lui parce que on n'a jamais vu un mec aussi fluide athlétiquement en fait. Je crois que c'est ça qui est le plus frappant sur cette vidéo. Ouais, c'est essentiel pour quelqu'un qui est aussi grand et fin que lui pour l'instant. Tu vois, il y avait beaucoup de comparaisons avec Porzingis justement pour cette taille, cette capacité à shooter de loin. Mais un gros problème de Porzingis, c'est que finalement, il a jamais été très très bon dans le jeu posté parce qu'il est, j'allais dire très raide. Comparé à Victor Wembanyama, en tout cas, il est très raide. Ça fait que tu vois, les joueurs plus petits arrivaient à se mettre en dessous de son centre de gravité, à le repousser, à le perturber au niveau des appuis. Alors que Victor, dès le départ, on voyait qu'il avait cette capacité à pouvoir se baisser sur ses appuis, sur ses jambes. Je pense que c'est un atout monstrueux pour la suite. Je pense même que d'un point de vue de longévité, histoire de protéger son corps des blessures éventuelles, c'est aussi un énorme atout. En tout cas, c'est vraiment. C'est un phénomène. Je trouve plus les mots avec Victor, franchement, tu te dis, c'est vraiment du jamais vu à chaque fois, quoi. C'est marrant, les deux choses pour lesquelles il est sorti un peu de sa réserve et de sa mise à l'écart volontaire des médias, c'était pour changer de coupe de cheveux et faire comme Jérémy Sohan, et puis pour nous montrer une souplesse. C'est des morceaux choisis comme ça, c'est intéressant. On va bientôt le voir de toute façon sur le terrain, parce qu'il y aura la pré-saison. On approche doucement de la pré-saison des training camps, et on va pouvoir se replonger un peu sur la NBA prochainement. On va finir là-dessus sur ce CQFR-là, mais on se retrouvera cet après-midi et en fin de journée pour le podcast du lundi avec Théo. On sera au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite une excellente journée. Salut à tous.